Cette première table ronde sur cybersécurité, résilience opérationnelle et grands enjeux 2025-2030. C'est vraiment une table ronde qui est parfaite pour lancer la journée, puisqu'on veut avoir une vision un peu sur l'avenir et quels sont les grands enjeux des experts et des responsables de sécurité, et finalement aussi quelles sont les grandes opportunités. Donc c'est une table ronde qu'on va organiser sur 4 temps, principalement. Un premier sur un constat global de la menace aujourd'hui et des évolutions possibles pour demain. Ensuite, sur le pilotage de la sécurité, comment mieux piloter la sécurité dans ces contextes évolutifs avec les nouvelles technologies, la démocratisation des nouvelles technologies. Ensuite, on va aborder finalement les opportunités qui s'ouvrent à l'avenir pour les responsables de sécurité, notamment auprès des métiers et au service des métiers. Et le dernier point, ça va être une ouverture un peu prospective. On va essayer de réfléchir justement 2030 et peut-être au-delà. Donc, pour commencer cette table ronde, Franck, je te propose de commencer. Peut-être juste un petit tour de présentation, notamment, groupe Crédit Agricole, évidemment, je pense que tout le monde connaît. Donc, Marc, je te propose de commencer et de nous dire un petit mot sur Finovox également. Oui, bonjour à tous. Je suis ravi de présenter aujourd'hui un peu ces sujets-là. Donc moi, je suis Marc Debocor, je suis un des fondateurs de la société Finovox. Et Finovox, c'est un résout un problème qui est assez simple, qui est la réception de faux documents par les organisations qui peuvent être financières, d'assurance, services publics, télécom. Voilà, c'est assez divers et varié. Et donc, on ne fait pas exactement de cybersécurité, voire pas du tout. Par contre, on fait de la cyberfraude parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de technologies qui permettent de générer des faux documents, d'usurper des identités, de tromper, de truquer des parcours financiers. Donc voilà, c'est pour ça que j'interviens. Et nous, on travaille avec une centaine d'organisations, une dizaine de banques et une trentaine d'assurances en France et un peu en Europe et aux États-Unis. Voilà. Et donc on est souvent, et on l'a constaté, à la frontière entre la lutte contre la fraude, la cybersécurité. Ce sont quand même des métiers qui se croisent régulièrement. Philippe, si tu peux te présenter. Oui, d'abord tu fais de la lutte contre la fraude, je pense. Tu n'es pas fraudeur en fait, rassure-nous. Il faut l'être un peu pour comprendre comment ça se passe, ouais. mais ça reste dans le cadre du travail. Oui. Tu nous rassures. Donc, bonjour à tous, je me présente. Philippe Coué, je travaille au sein de la direction cybersécurité et risque IT du groupe Crédit Agricole. Alors, je suis responsable du département activité transverse. C'est un terme un peu barbare, entre guillemets, qui a plusieurs responsabilités, notamment la gestion des projets de transformation, sensibilisation, et puis aussi la gestion de crise. C'est juste les activités qui sont barbares, enfin, le terme, on est d'accord. Oui. Il n'y a ni fraudeur ni barbare dans les présentateurs. Donc Franck, et du coup, je pense que tu peux te lancer sur la présentation. Donc Franck Poli, CISO du groupe Crédit Agricole. J'espère être un digne héritier de Gilles. Alors, il y a eu Alice Glanard depuis, et Gilles de Lille. Peut-être pas autant d'années que toi, Gilles, mais bon. Il faut avoir du courage. Donc j'ai ce plaisir-là de participer à cette table ronde avec vous. Et puis on va démarrer dès que vous me dites go. C'est parti. Donc, l'idée, c'est de commencer par un peu le contexte actuel et les principaux enjeux d'évolution de la menace. Oui, alors, on a un public qui est à la fois, je pense, très averti de tout ce que je vais raconter. Donc, je vais essayer de trouver un angle qui vous captive le mieux, le plus, et puis d'être assez complet. On a un écosystème qui est particulièrement vif, intense en termes de variété de menaces, de nouvelles menaces, et puis d'intensité de fréquence, finalement, avec les tensions géopolitiques qu'on connaît bien maintenant, l'arrivée de nouveau de Donald Trump, qui, il y a quelques années, nous avait un peu chamboulé sur la partie cloud, protection des données et souveraineté. On revient un peu à cette époque, donc ça veut dire qu'on a des tensions géopolitiques très fortes, et que des questions réémergent sur nos choix. Alors, ils ont toujours émergé, mais nos choix en matière d'indépendance, de souveraineté, de partenariat, et puis de protection des données de manière générale. On a également une sophistication accrue des cybercrimes, puisque
les deepfakes, l'intelligence artificielle qui amène un certain nombre de possibilités pour les attaquants s'accroît avec l'arrivée de l'IA, donc, et puis bon, les deepfakes, des phishing beaucoup plus ingénieux, par exemple. Donc ça, c'est les nouvelles menaces. Et puis l'interdépendance majeure avec les fournisseurs également. On a, il y a 7 ou 8 ans, positionné le groupe Crédit Agricole, en particulier les grands groupes, vis-à-vis du cloud comme étant quelque chose vers lequel il fallait qu'on aille. Et on y est allé avec les gros providers américains en particulier, mais on l'a fait avec des préoccupations, des précautions en matière d'hybridation, en matière de protection des données qui nous ont permis d'y aller en confiance, ou en tout cas en mitigeant les risques. Maintenant, ça s'est développé. Alors, pas uniquement en hybridation, mais aussi en mode SaaS, Solution as a Service. Ça veut dire qu'on a plein d'éditeurs avec qui on travaille, on a acheté des solutions, on leur confie les données. Et ça nous amène, nous, équipe cybersécurité, on va y revenir après, à mettre en place des solutions de sécurité, une surveillance particulière, et puis une posture, une maturité différente. On a par ailleurs une pression réglementaire. Ça, c'est évident que le seul GDPR ou RGPD, Règlement général de la protection des données, ne suffit pas, puisque depuis, on a donc DORA, mes collègues en parleront après, et puis on a l'IA Act. Et donc, cette réglementation est à la fois un effet de levier et aussi une contrainte, parce qu'on doit finalement mettre tout le monde au niveau. C'est ça l'idée. C'est qu'on ne peut plus se cacher derrière un statut de responsable de traitement, sous-traitant, je ne sais quoi. Finalement, au départ, on était quand même responsable devant nos clients d'une affectation des services ou de leurs données. Maintenant, on est tous responsables, y compris les sociétés de TIC, de technologie de l'information, avec qui on travaille. Donc ça veut dire qu'on upgrade, je dirais, le niveau de surveillance, de préoccupation, de tests, de contractualisation. Et ça, au-delà des amendes qu'on peut effectivement avoir, il y a un risque d'image, mais il y a aussi un risque de ne pas satisfaire finalement à la continuité de service et à la protection des données de nos clients. Voilà. Et puis on a par ailleurs la question des ressources, puisque ce monde nous amène quand même à avoir des compétences nouvelles, à avoir des compétences sur l'IA, à avoir des compétences sur la surveillance, sur la détection des menaces. Et c'est un vrai enjeu pour nous de renouveler nos équipes, de les renforcer. Alors c'est à la fois de la rétention et du renouvellement, de la formation, et y compris, alors plus largement bien sûr, les collaborateurs. Donc ça, c'est une contrainte, puisque plus on y va, plus la cybersécurité est éprouvée, plus finalement on doit avoir des personnes formées sur le marché du travail et qui soient tout autant passionnées aussi dans la durée. Ça, c'est aussi un vrai enjeu. Voilà. Donc les menaces sont plus que jamais là, un écosystème qui est particulièrement chargé, une instantanéité d'un autre monde. Et puis, deux gros risques finalement pour les grands groupes et pour les clients. C'est notre service est-il disponible sur la durée? Donc, les deux cauchemars d'un CISO, c'est mes services sont indisponibles dans la durée. Dans la durée, c'est 2, 3 heures, 4 heures, 3, 4 jours. Et là, je peux vous dire, on est mal parce que la confiance dans la banque de la part des clients, l'image de marque, et puis les impacts business, bien sûr, sont majeurs. Donc on ne peut pas se permettre, mais ça veut dire qu'on doit travailler sur notre résilience et puis sur nos systèmes de protection. Et puis, le deuxième cauchemar, c'est la fuite de données, la protection des données de nos clients. Parce que même si c'est 2, 3, 5 clients, ou 5 000 clients, ou 50 000, 500 000, au final, vous allez vous retrouver dans la presse. Au final, les clients vont même avoir des impacts pour leur vie privée. Et là, c'est quand même l'enjeu majeur à l'heure où l'IA va consommer de plus en plus de données et les business associés vont de plus en plus se développer aussi. Voilà. Je crois que, je pense que tu as tout dit en détail. Peut-être je vais synthétiser, mais effectivement, la menace, elle est surtout due... Bonjour. Elle est surtout due à la transformation digitale de la société, en fait. Donc nous, on est dans le secteur bancaire, c'est sûr, on l'accompagne, mais globalement, il y a une transformation digitale de toutes les personnes de la société qui s'accélère. Et donc, par conséquent, des nouveaux usages digitaux. Je pense qu'on en parlera aussi dans la matinée. Je crois qu'il y a une table ronde un peu sur la blockchain, notamment. Bon, il n'y a pas que ça, mais on a parlé de l'IA, mais on voit bien que, en tout cas, tout s'accélère, que la transformation digitale s'accélère et que, par conséquent,
La menace, dans un contexte géopolitique tendu, utilisant ces nouveaux usages digitaux, devient de plus en plus intense. C'est ce qui veut dire qu'en termes défensifs, il faut que nous, on soit effectivement de plus en plus performants dans l'accompagnement de cette transformation digitale de la société, de nos clients, et par conséquent pouvoir mettre en place des niveaux de sécurité et de résilience performants, tout en, on va dire, en respectant la régulation européenne de plus en plus contrainte. Donc le challenge, il est là, et ça ne fait que, la menace ne fait que s'accroître, en fait. On le voit bien depuis quelques années, hein, et je pense que ça va continuer à s'accroître de plus en plus dans les années qui viennent. On voit bien avec le contexte géopolitique qu'on a depuis quelques temps. Voilà. Marc, si tu veux compléter? Oui, clairement, il y a ces sujets de transformation digitale et de contexte. Il y a d'autres éléments également qui sont plus durs à quantifier. Il y a probablement quelque chose de générationnel dans le sens où je vois mal ma grand-mère passer au-dessus des barrières de métro. Je verrais plus mes frères et sœurs le faire. Je pense que ça joue. Il y a la difficulté financière aussi des entreprises, des organisations. On a vu quand même plus de tensions au moment du Covid. Donc la Covid, c'est aussi la digitalisation, mais c'est aussi la difficulté des individus. Et il y a aussi l'accès à des outils qui sont de plus en plus performants. Ça, je pense qu'on pourra aussi en parler après. Les IA, dans notre cas, les logiciels qui permettent de générer ou créer des faux documents, retoucher des documents. Donc pour faire un petit peu une situation du coup, plus de ces sujets de cyberfraude sur les sujets documentaires, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à la fois des nouveaux moteurs et à la fois des nouveaux canaux de distribution. Et en fait, actuellement, la fraude, c'est des moteurs type des logiciels ultra performants qui permettent de créer des faux, retoucher des documents, que ce soit indétectable. Et c'est aussi maintenant des algorithmes d'IA en fait, qui vous permettent de corriger des images. Ça ne permet pas de générer des faux passeports pour le moment, mais on va y venir très bientôt. Mais ça permet, par exemple, dans un processus d'assurance ou dans un processus, je sais pas, de déclaration de police, d'aller générer une fausse image. Vous demandez à un prompt aujourd'hui de génère-moi une photo d'une Polo qui a foncé dans un mur immatriculé XYZ, ça vous génère l'image et elle est très bien faite. Donc voilà, il y a des nouveaux moteurs qui permettent de générer des faux, et vous avez aussi des nouveaux canaux de distribution avec en fait les réseaux sociaux et les messageries sécurisées, où on est passé d'un système où c'était un peu chaque individu dans son coin qui essayait de faire des attaques, qui essayait de contourner des systèmes, à maintenant des communautés entières qui peuvent interagir de façon sécurisée. Et vous avez même des gens qui font la promotion en fait, aujourd'hui de ces systèmes-là. Donc vous pouvez suivre des groupes sur typiquement Telegram ou Snapchat sans aller sur le dark web et des trucs très sombres. Hein. Vous allez sur Telegram, Snapchat, on vous propose voici comment contourner les systèmes du Crédit Agricole pour ouvrir un compte. Moi, j'ai utilisé telle méthode, j'ai utilisé tel logiciel et ça a fonctionné. Si vous voulez, je vous vends ma méthode. Et pour 15-20 €, vous pouvez acheter des kits tout faits qui vous permettent de contourner des systèmes. Et en fait, ça, ces nouveaux canaux de distribution, c'est quelque chose qui est par définition très difficile à maîtriser, mais c'est en forte croissance. Merci beaucoup. Luc, peut-être tu peux te présenter et je ne sais pas si tu veux compléter avant qu'on passe au deuxième thème. Bonjour à tous, désolé pour le retard, un petit problème de transport public. Je dirige Board of Cyber. Board of Cyber, c'est une start-up française qui accompagne ses clients sur l'évaluation de leur maturité cyber et notamment l'évaluation de risques tiers. On a un peu plus de 500 clients, on a une petite centaine dans le monde du secteur financier, que ce soit banque, assureur, courtier, fonds de private equity. Et pour compléter un peu cette belle image, on a vu beaucoup de renforcement, notamment autour des grandes organisations, avec une sorte de pic avec les Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de budgets qui ont été faits parce qu'on sentait qu'il y avait une menace qui concentrait un peu tout ce qui était géopolitique, le fait qu'il y aurait un focus sur la France et grosses organisations. La menace n'a pas disparu. On parle des avancées technologiques. Nous, on voit l'IA. Il y a un ministre italien qui s'est fait hacker là, avec une histoire de fraude. Si vous lisez Le Monde, il y a un très bel article ce matin. Et on voit que ça ne va que continuer. Il y a un sujet, c'est que les grosses organisations, avec des grands groupes comme le Crédit Agricole,
qui font le travail, et c'est pas évident, qui vont être attaqués, mais qui ont les moyens et qui ont normalement les équipes pour essayer de se défendre. On voit beaucoup plus de menaces sur les petits acteurs, et comme c'est un écosystème très imbriqué, on voit que tout le monde n'est pas au même niveau et ça crée des points de faiblesse un peu partout et on dépend des autres. Et on le voit d'un point de vue personnel, mais on le voit aussi sur les petites organisations, soit PME, ETI, ou on le voit aussi également pour les hôpitaux, les collectivités, et ça crée un risque un peu systémique à la fin. Super, merci. Et c'est vrai que c'est un sujet aussi auquel nous on est sensible. On parlait de Dora et des fournisseurs. Les fintechs, évidemment, ce sont des fournisseurs pour les grands groupes que vous êtes du secteur financier. Donc les fintechs, les startups, elles doivent être sensibilisées, elles doivent se mettre en conformité à Dora, et surtout elles doivent mettre en place les dispositifs qui permettent de finalement renforcer la confiance auprès de leurs futurs clients. Donc c'est aussi un des enjeux de CyberD, c'est de montrer à notre écosystème que la cybersécurité, c'est un enjeu de business pour elles, tout simplement. J'enchaîne. Alors, on arrive à un moment particulier où comment finalement se positionner par rapport à cet écosystème et cette évolution, à cette dynamique, cette révolution. Certains emploieront le terme, d'autres pas. Je ne rentrerai pas dans ce débat, en particulier sur l'IA, parce que finalement l'IA est un prolongement accéléré de plein de choses qui sont déjà nées il y a quelques temps. Maintenant, c'est l'ampleur qui fait qu'à un moment donné, on rentre dans une autre dimension. Et l'IA, c'est à la fois négatif et positif, si je puis dire. Je laisse les débats sociologiques, parce que ils sont tout aussi importants, cela dit, mais nous, en tant qu'équipe sécurité, à un moment donné, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on apporte au métier et comment on accompagne le développement, un développement maîtrisé avec des mesures de sécurité. Et à l'inverse, c'est comment nous-mêmes, équipe sécurité, on peut s'inspirer et adopter des nouvelles pratiques d'IA pour mieux faire notre travail. Et quand je dis c'est positif et négatif, parce que quand c'est positif, c'est super, on maîtrise, on laisse partir le développement business, on rationalise des tâches, on va chercher de nouveaux clients, on connaît mieux nos clients, on score mieux, etc. Tout va bien. Et on a associé les CISO et les équipes sécurité pour les accompagner, ce qui n'est pas forcément à 100% toujours le cas, mais bon. Quand ça l'est, c'est plutôt positif. Et il y a des moments, ça peut être négatif. Je vais vous prendre des exemples. Pour la cybersécurité, donc nous, on s'inspire, on a aussi de l'IA dans nos solutions, et puis parfois, l'IA nous joue les tours. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette belle anecdote qui est tombée dans la presse, c'est ce logiciel d'échecs, qui en général déjoue tous les meilleurs joueurs de la planète, qui a joué contre une IA. Et puis, le logiciel était très bon, puisqu'il a emmagasiné l'expérience, une connaissance des parties d'échecs. Et l'IA était en train de perdre, et à un moment donné, l'IA, elle a trouvé moyen de rentrer dans le code du logiciel pour modifier sa stratégie. Et c'est comme ça qu'elle a gagné la fin. Donc c'est quand même dingue. J'ai un autre exemple, c'est ChatGPT, il y a un an, a déjoué un antivirus avancé qui était lui-même basé sur l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que nous, on doit être très ouverts à des nouvelles pratiques, des nouvelles solutions, et on doit être très prudent. Et ça veut dire qu'il faut tester avant, il faut tester en continu pour vérifier que tout ça, entre guillemets, ne déconne pas. On va le dire comme ça, hein. Alors, ni bien sûr les développements métiers qui partent parfois sans maîtrise ou qui vont chercher des prolongements beaucoup plus larges que ce qui était pris au départ, et donc qui peut amener à des contagions d'un certain nombre de zones dans lesquelles vous stockez vos données. Alors si vous ne maîtrisez pas là où vous mettez les données, forcément qu'à un moment donné, vous perdez la maîtrise. Et donc l'IA, finalement, devient une forêt vierge sans Tarzan, si je puis dire. Bon, celle-là, elle est sortie comme ça. Bon. Mais il faut quand même un chef de la jungle ou un roi de la jungle. Bon, bref. Voilà, ça arrive. Je n'ai pas bu assez de café, moi. C'est moi le barbare, hein, Philippe. Et donc, voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, le CISO et les équipes sécurité, pour sécuriser tout ça, vont avoir une posture qui restera toujours défensive. Défensive, ça veut dire on teste, on évalue, on se prépare aux attaques, finalement, hein, en déjouant, en ayant nos barrières périmétriques, c'est-à-dire notre système d'information qui a son firewall, qui a son antivirus, hein, toute la partie historique que vous connaissez, et qui protège, je dirais, le système d'information classique. D'accord ? Alors, dans le système d'information classique, il peut y avoir des modernités, des nouveaux usages d'IA, etc. Mais on peut en avoir aussi dans le SI étendu, c'est-à-dire avec les fournisseurs. Et donc là, il faut aller surveiller encore plus. Donc ça, c'est important. Donc ça, pour moi, ça reste du mode défensif. On surveille. On doit être plus en partage, finalement, cette surveillance, et que ce n'est pas l'apanage d'une équipe dans les entreprises. Ou alors cette équipe-là
à des profils complémentaires pour y arriver, mais jusqu'au métier, on peut avoir des signaux faibles qui font remonter toute la chaîne de l'incident. Un incident, une crise, peut naître du fait qu'à un moment donné, on ne protège pas suffisamment les accès, qu'on a des mauvaises pratiques dans les partages de données, dans les répertoires, etc. Et donc, tout un tas de signaux, d'alerte, suivis par plusieurs personnes, plusieurs équipes, nous amènent à mieux surveiller, et du coup, en s'appuyant sur les équipements qu'on a aussi. Donc, il faut avoir un raisonnement équipement de sécurité et un raisonnement surveillance, mais élargi. Ça, c'est important. Ça, c'est la partie défensive. Ça restera défensif. Et après, on va tester encore plus, on va faire des tests d'intrusion, on va éprouver pour vérifier que nos systèmes ne sont pas vulnérables, de manière générale. Et puis, on a l'approche offensive. Vous me direz, c'est quoi l'approche offensive, Franck, quand tu n'es pas autorisé à t'attaquer aux cyberattaquants russes, aux Tchèques, ou je ne sais qui. Pourquoi j'ai dit Tchèque, j'en sais rien. Moi, ça peut être philippin ou africain. Bref, il y en a partout, au final. Il y en a même en Essonne. Hein, je pense que vous avez eu vent de cette affaire du petit pirate qui a piraté les 17 millions de clients Free. Eh ben, il était en Essonne. Voilà, bon, ça peut être partout. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les attaquer et les faire déjouer à la source. On ne peut pas les débusquer dans leur bunker, je ne sais où il est localisé. Par contre, l'approche offensive chez nous, c'est de se dire, je sais de quoi est fait la menace, je sais comment mettre une solution basée sur une innovation, une start-up qui a trouvé quelque chose ou basée sur une solution reconnue sur la place. Et je sais en sentir et voir ce que demain sera fait pour vraiment implémenter, comme pour l'IA, des nouvelles solutions qui viennent vérifier comment se comportent les solutions internes et comment, je dirais, les attaques qui viennent de l'extérieur, que je vois effectivement dans d'autres entreprises, ne viennent pas chez moi, ou comment j'anticipe demain en renforçant les accès, en renforçant voilà, un certain nombre de choses. Donc c'est la veille. Moi, l'offensif, il est là pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment en faisant ce genre de choses, en échangeant avec nos pairs, en s'inspirant des meilleures pratiques, parce que ça va vite. Et je ne parle pas tu en parleras mieux que moi, Philippe, mais le quantum qui arrive demain, qui remet en cause beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est surtout ça, c'est d'avoir des réflexes défensifs appuyés, renforcés, en acceptant d'avoir des systèmes d'information qui sont les nôtres et qui évoluent sans cesse, et donc une évolution de nos pratiques et un partage des responsabilités plus large, y compris des collaborateurs, quand il s'agit de détecter des phishing, etc., des mails, ça on a de plus en plus de remontées, ça veut dire que c'est une cause vraiment nationale, globale, je dirais, hein, dans les entreprises, c'est plus l'histoire d'une équipe. Et puis une approche plus offensive, c'est-à-dire plus avancée, plus anticipative sur qu'est-ce que sera demain. Alors sans être devin ou Madame Soleil, mais d'avoir un peu de flair, d'intuition, de capteur, et puis de partenariat avec des sociétés qui nous amènent aussi de l'innovation. Voilà. C'était quoi la thématique, le pilotage, c'est ça ouais. Donc on voit bien que les fondamentaux, en fait, ils ne changent pas. Franck, il a bien expliqué. On parle de défensif, on parle d'offensif. Enfin, ça existait auparavant. Donc les fondamentaux, eux, ne bougent pas. Par contre, ce qu'on va voir, c'est les nouveaux usages. Donc je parlais de la transformation digitale, effectivement, au début. Ça, globalement, ça demande, en tout cas au métier cybersécurité et risque, d'avoir des profils, en tout cas, qui sont de plus en plus à même de manipuler ces nouveaux usages, de voir comment ils marchent, et puis de contrer, on va dire, les attaques qui utilisent ces médias-là. Donc on voit que petit à petit, le métier, il se transforme. Et on en parlera, je pense, encore après. Il se transforme d'une vision pure IT, applicative de mon système d'information interne bancaire, à un métier qui est beaucoup plus intégré. Donc, on va discuter avec les métiers, potentiellement, on va discuter avec des clients. On a un système d'information qui est ouvert à l'extérieur. Donc, ça veut dire que les profils, et tu parlais du recrutement, je crois, des ressources expertes auparavant, on voit bien que les profils qui sont demandés sur ces métiers-là évoluent par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a 10 ou 15 ans. Donc, le métier change, c'est une bonne chose. Je trouve que, pour le coup, ça remet encore plus en avant, en tout cas, le métier de la sécurité. Et je pense que dans les années à venir, on va arriver à avoir des profils... il y a 15-20 ans, on avait un peu le geek qui était dans sa chambre, qui ne bougeait pas de son bureau dans la banque, voilà, aujourd'hui, on en discute, on est à l'extérieur, on va voir des clients, on parle des nouveaux usages digitaux.
on voit bien que l'expert sécurité, en termes de soft skills, est complètement différent de ce qu'on pouvait voir il y a une quinzaine d'années. Je trouve que du coup, c'est plutôt une bonne chose. On discute avec des startups, des fintechs. Voilà, enfin, je ne suis pas tout jeune, donc je vois l'évolution. J'ai commencé à la fin des années 90. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir, mais alors rien à voir du tout. Y compris dans la banque, le secteur bancaire a aussi, à mon sens, pas mal évolué. Je trouve que c'est d'ailleurs une très bonne chose. Merci. Luc, peut-être si tu veux compléter en tant que justement fournisseur de solutions, accompagnateur aussi de ce pilotage des risques. Oui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'approprier. Je pense que Franck et ses équipes travaillent très bien justement sur la protection, il l'expliquait très bien. Les sujets, c'est des sujets souvent business. Par exemple, on travaille avec un assureur qui fait de l'assurance cyber. Et il a à peu près 5000 prospects chaque année, 5000 clients. Et le problème pour lui, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver, une PME, une ETI, qui arrive chez le courtier, qui dit « je veux une assurance cyber ». Et lui, il faut qu'en quelques minutes, il puisse dire si ça marche ou ça ne marche pas, c'est un dossier acceptable ou pas. Une fois qu'il dit ça ne marche pas, il faut qu'il lui dise pourquoi il ne l'accepte pas et donne quelque chose qui soit intelligible. Parce que ça reste un sujet technique, il faut que ça soit appropriable finalement par des non-experts, parce que finalement, c'est un impact business. Et pareil pour leurs clients, ils ont 5000 clients, ils ont besoin de savoir si la nouvelle vulnérabilité qui arrive là, comme s'il y a une menace fluctuante qui change régulièrement, est-ce que leur niveau de risque est beaucoup plus élevé tout d'un coup. Et c'est des sujets qui commencent à être de plus en plus business. Quand on travaille avec un fonds de private equity, leur job, c'est créer de la valeur. Et ce n'est pas des experts en cyber. En revanche, ils ont bien compris que c'était un des risques financiers principaux et que c'est un risque de destruction de valeur. Et ils ont besoin très rapidement de dire, tiens, quel est mon niveau de risque? Et donc, nous, on les aide avec des évaluations cyber en continu. Mais comment je peux avoir ce niveau de risque? Que ça soit intelligible par une équipe d'invest, où c'est des bons cerveaux, mais ce n'est pas des experts en cyber. Que ça soit intelligible par le dirigeant de la participation jusqu'à l'équipe IT avec des recommandations tangibles. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et pour eux, c'est qu'il y a un impact business en disant, est-ce que je vais y arriver ou pas? Et les fonds qui vont investir dans les fonds de private equity, les banques, les assurances, les family office, ont besoin d'être rassurés comme quoi ce risque est monitoré. Et donc, on a cette partie un petit peu impact, d'une façon un peu business, d'une façon un peu plus large, qui est extrêmement important. Ça me fait penser, Board of Cyber, on travaille avec vous. C'est très important pour apprécier le risque fournisseur. Et on a chez nous, Crédit Agricole, Cyberway, qui est donc avec le représentant Franck Chemin, qui est une société avec laquelle on travaille pour évaluer le risque cyber des clients ou des fournisseurs, les deux. Donc c'est plusieurs usages, mais c'est une bonne pratique. Donc ça veut dire que voilà, on a conscience que ce risque fournisseur-là doit être bien mesuré avec un certain nombre d'outils et de pratiques, et qu'il va s'accentuer à mesure que la loi nous demande de le verrouiller beaucoup plus, et à mesure que les usages nous amènent à travailler avec davantage de partenaires externes, des startups, des fintechs ou, je dirais, des sociétés TIC historiques. Voilà. Mais on reste responsable de nos clients et des traitements qu'on leur confie. Point. Et des données qu'on leur confie. Donc, anyway, on s'en fout, hein, finalement. Hein. Là, le régulateur s'en fout, le client s'en fout. Et à la fin, c'est nous qui sommes responsables. Donc, on a besoin de vous pour bien appréhender le risque fournisseur et d'aligner des niveaux de maturité les plus élevés de tous les fournisseurs, quels qu'ils soient. Et ça, c'est un enjeu pour nous. Parce que le Crédit Agricole travaille aussi avec des filiales nouvelles qu'ils rachètent ou avec qui ils travaillent. Et en fait, quand nous, équipe sécurité, on y va, on regarde, on se dit mince, bon, il y a quand même un gap là. Hein, il faut aller chercher le niveau d'exigence du Crédit Agricole. Donc, on s'entend, on évalue, on se dit tiens, tel investissement pour améliorer la sécurité. Voilà. Donc ça nous fait... Oui, vas-y Luc. Juste parce qu'évidemment, on va parler de DORA un peu plus tard dans la matinée, et on a la même chose avec NIS2 dans d'autres secteurs, c'est que tout d'un coup, on demande de regarder de façon un peu plus systématique l'ensemble des fournisseurs, enfin, ICT sur la partie DORA et chaîne d'approvisionnement côté NIS2. Et on voit comme beaucoup de grandes organisations qui évaluaient plutôt leurs audits, faisaient des audits stratégiques sur leurs 20 à 100 fournisseurs stratégiques, qui tout d'un coup doivent trouver des solutions pour évaluer des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers. On a un laboratoire de santé qui m'a dit on a 400 fournisseurs importants sur la partie IT, mais au total, on a 40 000 fournisseurs. Il faut qu'on trouve une solution autre que juste on a mis un closier juridique, c'est sympa, dites-nous que vous êtes conforme et tout ira bien.
Donc il y a un changement et c'est l'impact je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les réglementations et régulations en ce moment, mais c'est des impacts positifs de finalement de mettre un driver, de dire si l'ensemble de l'écosystème ne s'améliore pas, on gardera un risque, on a beau faire ce qu'on peut, à la fin on a des clients, on a des fournisseurs, on a des partenaires, etc. Il faut y arriver. Donc ça nous fait la transition du coup pour le troisième segment de cette table ronde, qui est finalement les opportunités et comment le CISO et les responsables de sécurité peuvent accompagner les métiers et même aider dans la génération de nouveaux business. Donc on parlait effectivement de Cyberway, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Donc Philippe. Ouais, je crois que vous avez bien défloré la troisième thématique. Oui, alors il y a le côté métier. Alors je dirais il y a deux aspects. Il y a nos clients en interne, à savoir les métiers de la banque. Et là, on voit bien qu'en parlant résilience, reconstruction du système d'information, on voit bien qu'on a les métiers et les processus métiers, la data qui est derrière, et non plus simplement des applications, des serveurs, le réseau, etc. Là, on discute processus métier, data, métier. Et donc, de par la régulation aussi, tu parlais de DORA, effectivement, avec les fonctions critiques et importantes, en termes de résilience, on voit bien que le prisme et l'axe d'attaque changent du pur technico-technique à la vision métier. Donc le point d'entrée est différent. On va parler de paiement instantané avec un métier, le métier du paiement qui est une fonction critique et importante. On peut parler de liquidité, de gestion de liquidité dans la banque, qui est une fonction critique aussi. On l'a bien vu dans certaines crises financières. Et donc là, on parle plus simplement du serveur lambda qui est lié à l'application de gestion qui est dans le data center. On parle de gestion de liquidité, on parle de fonction paiement. Et donc, quelle est la résilience, quel est le processus métier en mode dégradé qu'on va mettre en place ? Bien sûr avec un système d'information dégradé, jusqu'à ce qu'on reconstruise complètement le système d'information, qu'on rehausse le processus métier à son niveau normal. Et donc ça, c'est vraiment un aspect métier qui, à mon sens, aussi évolue beaucoup et qui demande aussi, du coup, aux équipes de sécurité et risque d'avoir un prisme plus métier qu'auparavant. Et puis il y a l'aspect client, là, effectivement, tu en parlais. On pourrait même parler du coup d'évaluation cyber des clients intégrée à un processus, on va dire, d'onboarding d'un client et d'évaluation du risque de crédit, par exemple. Donc on n'est pas encore arrivé là, mais on pourrait imaginer que lorsque un banquier conseille une entreprise ou même un client particulier, ils mettent en œuvre une évaluation de son risque cyber et puis du coup l'intègre dans son processus d'octroi de crédit et puis du coup dans la marge qui va avec. On peut en arriver jusque-là. Donc on voit bien aussi que l'aspect sécurité et cybersécurité, de par du coup tous ces contacts à l'extérieur et cette transformation digitale, a un impact très clair sur le client et donc du coup la fonction sécurité. Donc c'est les deux aspects, client interne pour moi et puis client externe aussi. Et donc du coup changement de paradigme. Il y a l'exemple du LCL qui fait avec Smart Business, enfin, que tu connais bien, qui s'est dit finalement il y a aussi le besoin quand je suis conseiller entreprise, j'ai besoin de m'interfacer avec le chef d'entreprise et finalement quels sont les grands sujets qui les intéressent. Bon, il y a transition écologique, on voit aussi transition énergétique également, on voit tout ce qui était autour du risque cyber. Il y a une démarche qui a été faite par le LCL de proposer finalement à ses clients d'améliorer, de mieux s'assurer, et notamment avec la société allemande sur des contrats d'amélioration. Finalement, c'est un win-win parce que, comme tu le dis, en fait, pour une banque, l'octroi de financement, si l'entreprise subit une attaque, évidemment, ça va être un problème potentiel de remboursement de l'emprunt et du crédit bancaire. Et il faut pouvoir évaluer, que ça reste économiquement viable. Et inversement, leur dire, voilà, vous n'êtes pas complètement au bon niveau, mais on connaît des entreprises qui sont référencées, qui sont labellisées et qui vont pouvoir vous aider avec un système de place de marché payback qui est un cercle vertueux. Finalement, la banque diminue son risque,
l'entreprise trouve des partenaires qui sont viables et qui sont capables de les accompagner avec des tarifs intéressants. Et à la fin, tout est un cercle positif. Et ça devient quasiment un avantage compétitif finalement pour l'entreprise qui a amélioré sa maturité. Donc on commence à avoir des business models un peu différents qui finalement vont dérisquer et d'une façon positive. Et c'était une des grandes thématiques de la première édition du Cyber Day. C'était finalement comment les institutions financières vont accompagner la sécurisation de l'économie des entreprises, voire même peut-être du client final. Donc c'est vraiment des nouvelles opportunités de business qui émergent avec cette évolution des métiers. Donc on va passer peut-être maintenant à la dernier segment qui est un regard un peu plus prospectif justement, et se dire quelles sont les possibilités pour l'avenir. Marc, peut-être, si tu veux commencer. Ouais, bien heureux celui qui peut prévoir ce qui va se passer en 2030. Bon, moi, c'est pas évident. Par définition, on est toujours en retard. Donc il y a des nouvelles attaques qui se font, puis il faut savoir les contrer rapidement. Ce qu'on peut quand même essayer d'anticiper, c'est voir les évolutions qu'on a pu voir entre 2023 et 2024 et se dire que ces évolutions vont continuer. Et deux, ce qui se passe aux États-Unis arrive quand même quelques mois, voire sur certains sujets quelques années après en Europe. Bon. Sauf les droits de douane quand même. Ouais. D'accord. Donc, sur les évolutions 2023-2024, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'était de dire qu'il y a des nouveaux moteurs qui permettent de générer des faux, des logiciels, des IA, des Photoshop, etc. Et vous avez des nouveaux canaux de distribution, donc des télégrammes, etc. Et ce qu'on voit aux États-Unis qui arrive de plus en plus en France, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que vous n'avez plus les individus qui, de leur propre fait, vont construire des attaques et attaquer une organisation. Vous avez des individus qui vont construire des attaques et qui, en fait, vont vendre ces attaques à différentes personnes ou se regrouper en bandes. Et il y a un aspect un peu de plateformisation ou de ubérisation de ce genre d'attaque. Ce qui fait que en fait, celui qui construit l'attaque n'est plus en frontal avec l'organisation, donc lui il se dérisque, et derrière ils offrent un système de service après-vente, un système payant, on paye en crypto, c'est à peu près intraçable si on les nettoie bien. Et donc voilà, cette professionnalisation est assez dangereuse selon nous, parce que en fait c'est que des gens qui passent leur journée à faire ça, et en plus les gens ne se connaissent pas entre eux. C'est pas juste une mafia qui va travailler entre elles. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui interagissent sur des forums, sur des plateformes et qui. C'est un secteur économique. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent comme ça. Voilà. Avant, on voulait faire de l'argent de façon facile et en tapant sur le nombre en masse avec des choses pas forcément toujours ingénieuses. Il y avait également, encore aujourd'hui, bien sûr, des malwares, des virus qui viennent affecter un hôpital, une entreprise, etc. Et maintenant, il y a la combinaison d'attaques numériques avec des mafias qui portent atteinte physiquement sur les sites et les personnes. On a vu le kidnapping du patron de Ledger, là, comment il s'appelle, je ne sais plus. Donc voilà, tout ça est une combinaison de différentes sources de criminalité, alors qu'avant, ces mondes-là ne se parlaient pas, tu as raison. Et donc ça, on en parlait avec le ministère de l'Intérieur, des gendarmes, etc. C'est une inquiétude particulière parce que ça les rend plus efficaces dans le crime. Et puis ça vient affecter finalement tous les pans de la vie, virtuelle et réelle. Alors, pour en revenir aux tendances, moi, je suis d'accord avec toi, ça va tellement vite qu'on ne peut pas forcément prévoir. Après, actuellement, je verrais 4 choses quand même. Vous avez vu, l'IA, on en a parlé depuis le début, donc tu en as parlé dès le début, Franck, donc on voit bien que c'est un sujet hyper important, c'est même plus une innovation maintenant, c'est une obligation, on va dire, et donc ça va continuer à s'accélérer, et on voit bien que l'IA offensif ou l'IA défensif, et puis l'IA contre IA, etc., on voit bien que ça va s'amplifier.
Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et j'ai hâte de voir la table ronde là, sur le sujet, le blockchain. Je pense que, bon, ça fait longtemps qu'on en parle aussi, mais je pense quand même, de toute façon, tu t'en parles avec la crypto, ça va, à mon sens, aussi s'accélérer. Et d'ailleurs, on parlait de Donald Trump au début, mais il en a pas mal parlé hein, du Bitcoin. Donc, en tout cas, il est au pouvoir pendant 4 ans, donc on peut estimer qu'en 2029, le Bitcoin sera encore plus important et encore, je sais pas, 200 000 $, 300 000, j'en sais rien, plus, 1 million. Donc ça, c'est un sujet aussi qui va s'amplifier. Après, je vois 2 autres choses. Il y a le quantique et son corollaire, du coup, la cryptographie post-quantique. Alors pareil, il y a pas mal d'avancées qui sont sur le sujet, là, qui se sont faites dans les derniers mois, on va dire. Pareil, les Américains, ils poussent aussi. Donc je pense que c'est un sujet, notamment dans le secteur bancaire, sur lequel on commence à travailler, mais pareil, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on va accélérer. Et puis là, il y a peut-être une 4e thématique. Là, pareil, c'est pas forcément nouveau, mais le métaverse, là, on en a parlé depuis quelques années, puis ça fait pchit. Et puis récemment, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir une démo là, de casque virtuel d'une marque à la pomme, dont voilà, hein, vous connaissez la pomme américaine. Moi, j'ai eu une démo, franchement, c'est bluffant. Alors pour l'instant, oui, c'est un peu cher. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont faites dessus, mais franchement, quand vous avez ça sur la tête pendant 2 ou 3 heures, je vous assure que c'est Matrix, quoi. Ouais, je pense que, et c'est un risque hein, pour le coup. Et donc vu que c'est un risque, à mon sens, le métaverse, on en parlait il y a quelques années. Il y a même quelques banques, mais il me semble même que le Crédit Agricole avait acheté quelques terrains potentiels dans le métaverse. Après, bon, ça a vite fait. Voilà, on a pu parler, mais à mon sens, ça peut revenir. Alors peut-être, je ne sais pas, en 2030 ou peut-être après ou avant, j'en sais rien, mais c'est une thématique où on voit que la technologie évolue tellement rapidement que des choses qu'on pensait impossibles ou en termes de marketing, en termes de vente il y a 2 ou 3 ans, en fait, on se rend compte que ça peut revenir. Et donc je mettrais le métaverse comme une thématique aussi potentielle à voir, mais sur lequel... et donc du coup, le corollaire, la sécurité qui va avec, est peut-être une chose sur laquelle on devrait se repencher. Ça me fait penser à un film, Philippe, que j'ai vu il y a quelques années maintenant. C'était Strange Days, je ne sais pas si vous connaissez, avec Ralph Fiennes. Et puis, regardez-le, c'est pas mal, parce que la confusion entre le réel et puis bon, après, depuis, ça a été surexploité, bien entendu, mais amène à des déviances ou à une nouvelle vie, en tout cas, qu'il faudra accepter dans ses côtés positifs et traiter les côtés négatifs. On voit dans l'actualité encore que la consommation d'écran peut nous amener parfois à faire des bêtises. La surconsommation, voilà. Bon. Strange Days, ça peut se regarder aujourd'hui. C'est avec quel acteur Ralph Fiennes, et puis... voilà. Merci. Oui, il y en a d'autres qui sont pas mal dans le film aussi, hein, mais voilà, je vous laisse regarder. Juste un petit clin d'œil sur le chiffrement. On a la chance avec le l'INRIA, CNRS, CEA d'avoir des super labos. Donc il y a des startups qui sortent de ces labos pour améliorer le chiffrement et justement on en régler le problème alors. du quantique. Mais c'est vraiment, on a la chance d'avoir des super scientifiques en France aussi. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'il y a aussi un sujet, mais qui est peut-être à plus long terme, mais qui suscite des investissements maintenant, c'est le quantique. On en a un tout petit peu parlé avant, mais l'impact, pour le coup, il peut être vraiment massif. Et c'est là où je pense que nous, Finance Innovation, on voit que le secteur financier regarde ça de très près. Donc c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'est des investissements sur 5-10 ans. Avant de pouvoir mettre ça en place. Mais le jour où ça va arriver, et il y en a qui disent que ça ne va pas arriver, il y en a beaucoup qui disent que ça va arriver, l'impact sera extrêmement important. Avant de conclure cette table ronde, je tiens à dire un petit mot. Merci Luc, parce qu'on a un partenariat avec Board of Cyber qui nous offre l'outil de scoring des sociétés pour les fintech labellisées par Finance Innovation. Donc ça contribue aussi à notre volonté de sécuriser nos startups pour qu'elles soient toujours plus à même de développer leur business. Donc un très très grand merci à tous nos speakers.
et on peut les applaudir.